Écoute. Oui, toi qui es né sous un ciel de verre et de béton, écoute la voix du vent qui vient du sud. Écoute les tambours de la terre rouge, écoute les murmures du sable. Car sous chaque grain dorment des royaumes. Sous chaque pierre, des secrets. Et parmi eux, un nom oublié du monde mais pas du temps, Couche. Avant que les cartes du monde ne soient tracées par des mains étrangères, avant que les livres d'histoire ne soient écrits dans des langues qui ignorent le soleil d'Afrique, il y avait un royaume. Fier. Souverain. Puissant. Un royaume bâti par des mains noires, des esprits libres, et des cœurs forgés dans le feu du désert. Le royaume de Couche, fils du Nil et gardien de l'héritage sacré. Ici, l'histoire ne commence pas avec l'Égypte. Elle commence plus loin, plus profond. Dans la Nubie ancienne, dans les terres où les étoiles semblent plus proches, où les pyramides percent le ciel sans crier leur nom. Dans ces terres baignées de soleil, un peuple naquit. Un peuple de bâtisseurs, de guerriers, de rois et de reines. Un peuple que l'histoire moderne tenta de faire taire, mais dont les pierres, les chants et le sang refusent l'oubli. Couche. 3 lettres qui contiennent des siècles. Un empire né dans le berceau du monde. Un royaume qui grandit à l'ombre du grand frère égyptien, mais qui, un jour, marcha sur ses terres, entra dans ses temples, et posa sa couronne sur le trône de Pharaon. Oui, les pharaons noirs ont existé. Oui, ils ont régné sur l'Égypte. Et non, ce n'est pas un mythe. C'est une vérité que le sable conserve avec jalousie. Dans le sud profond, là où le Nil devient un ruban de lumière entre les montagnes de pierre, se dressait la cité de Napata. Là, les tambours battaient pour les dieux, les scribes gravaient les noms sacrés, et les prêtres invoquaient les esprits des ancêtres. C'est là que naquit Pianki, le conquérant pieux. C'est là que fut élevé Taharqa, l'enfant du destin, celui que les étoiles avaient choisi. Taharqa. Souviens-toi de ce nom. Il ne t'est peut-être pas familier, mais son empreinte est plus profonde que tu ne l'imagines. Ce roi venu de Couche défia les envahisseurs assyriens, unifia la haute et la basse Égypte, fit trembler les puissants, et protégea son peuple avec la fierté d'un lion blessé. Il était noir. Il était roi. Et son trône touchait le ciel. Mais ce récit n'est pas celui d'un seul homme. C'est l'histoire d'une civilisation. Celle des Couchites, qui érigèrent des pyramides plus nombreuses que celles de Gizeh, qui parlèrent une langue aujourd'hui encore mystérieuse, le méroïtique, et qui bâtirent Méroé, joyau du désert, ville royale et sacrée. Les temples de Couche, faits de grès rouge, baignés de lumière, racontaient l'histoire de dieux oubliés, de reines guerrières, de rituels millénaires. Les femmes y portaient le pouvoir sur leurs épaules comme un pagne de soie. Les reines-mères guidaient les rois, conseillaient les trônes, levaient des armées. Parmi elles, Amanirna, la reine qui résista à Rome elle-même. Elle creva l'œil d'Auguste en effaçant son effigie des murs de ses temples. Elle ne se soumit jamais. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette grandeur effacée des mémoires, cachée dans les marges des livres? Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle prouve qu'au cœur de l'Afrique, des civilisations entières ont fleuri sans l'aide de l'Occident. Parce qu'elle remet en question l'idée d'un continent sans histoire. Couche est une preuve. Une preuve de lumière, de force, de souveraineté. Les Couchites naviguaient sur le Nil bien avant que les Grecs n'écrivent leur philosophie. Ils ornaient leur corps de bijoux d'or, faisaient commerce d'ivoire, d'encens, de bétail, de peau. Leur économie était florissante, leur culture raffinée. Ils enterraient leurs morts sous des pyramides, non pour copier l'Égypte, mais pour dialoguer avec les dieux selon leur propre langue. Et que dire de leur guerre? Elle n'était pas de simples conquêtes. Chaque bataille était une danse sacrée, un chant pour les ancêtres, un pacte avec le ciel. Quand les Couchites marchaient à la guerre, c'étaient les esprits de leurs aïeux qui marchaient avec eux. Mais tout ce qui brille finit par se ternir. Couche aussi connut le déclin. Les sables avancèrent, les routes commerciales changèrent, les royaumes ennemis gagnèrent du terrain. Mais même dans leur chute, les Couchites laissèrent des traces. Des stèles, des statues, des temples à demi enfouis. Ils laissèrent une mémoire que rien ne peut totalement effacer. Aujourd'hui, les ruines de Méroé dorment sous le ciel brûlant du Soudan. Le vent y chante encore des noms royaux. Les pierres, usées par le temps, gardent le silence, mais ce silence est vivant. Il attend qu'on l'écoute, qu'on le traduise, qu'on le raconte à nouveau. C'est pour cela que cette histoire doit être dite. Pour Taharqa, pour Pianki, pour Amanirna, pour les enfants d'Afrique qui doivent savoir que leur terre est mère d'empire. Pour le monde qui doit réapprendre à regarder l'Afrique, non comme un mystère, mais comme une mémoire. Alors écoute encore. Entends-tu les tambours? Ce ne sont pas des échos du passé. Ce sont les battements d'un cœur qui ne meurt pas. C'est Couche. C'est l'Afrique. C'est ton héritage. Le royaume de Couche ne peut être résumé à des pyramides et des noms oubliés. Il représente une complexité politique,
économique et spirituel qui mérite d'être exploré avec rigueur et admiration. Ce peuple, farouchement indépendant, a laissé un legs durable non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Sur le plan politique, Kouch se distinguait par un système monarchique sacré dans lequel le roi, appelé le fils de Ré, incarnait la volonté divine. Contrairement à d'autres royaumes, les souverains de Kouch gouvernaient souvent en symbiose avec les reines-mères, femmes de pouvoir au rôle fondamental. Ce système bicéphale renforçait la stabilité du royaume et honorait la place centrale de la femme dans la société. Les dirigeants de Kouch n'étaient pas de simples chefs militaires. Ils étaient prêtres, juges, stratèges et prophètes. Le pouvoir royal ne reposait pas uniquement sur la force, mais sur la légitimité spirituelle. Lorsqu'un roi perdait la faveur des dieux, des rituels étaient organisés pour l'interroger ou même le destituer. Ainsi, la souveraineté reposait sur une balance entre le ciel et la terre, entre l'autorité humaine et le message divin. Le royaume était structuré autour de cités puissantes, dont Napata et Méroé furent les joyaux. Napata, centre religieux et royal, était le cœur spirituel du royaume, tandis que Méroé, plus tard, devint la capitale économique et culturelle. Ces villes étaient organisées, dotées de palais, de temples, de marchés et même de quartiers artisanaux. Sur le plan économique, Kouch maîtrisait les grands axes commerciaux reliant l'Afrique centrale, l'Égypte et la mer Rouge. Le commerce de l'or, de l'ivoire, du fer, du cuir et du bétail enrichissait le royaume. Les artisans y travaillaient le métal, la poterie, le tissage et la bijouterie. Méroé était notamment célèbre pour sa sidérurgie. Elle produisait du fer en quantité impressionnante, ce qui lui valut le surnom de Birmingham de l'Afrique ancienne. La religion à Kouch était profonde et omniprésente. Les Kouchites adoraient de nombreux dieux, souvent partagés ou adaptés des panthéons égyptiens. Le dieu Amon y occupait une place centrale, mais d'autres divinités nubiennes complétaient le panthéon. Les temples étaient le théâtre de cérémonies somptueuses, de fêtes saisonnières, de processions et de sacrifices. Les prêtres y jouaient un rôle essentiel, tenant l'équilibre entre les volontés des dieux et les actions des hommes. L'écriture kouchite, en particulier le méroïtique, demeure un mystère fascinant. Malgré les efforts des archéologues, cette langue reste largement indéchiffrée, privant le monde moderne de milliers de pages d'histoire, de poésie et de science. Pourtant, cette écriture atteste d'un niveau de sophistication intellectuelle avancé, qui contraste avec l'image encore trop répandue d'une Afrique primitive. Les arts kouchites étaient aussi riches que leur architecture. Les fresques murales, les sculptures en pierre, les bijoux, les textiles et les instruments de musique montrent un raffinement esthétique profond. Les représentations royales affirmaient le pouvoir, mais aussi l'harmonie avec la nature et le sacré. Mais la grandeur de Kouch ne se mesurait pas qu'en monuments. Elle se mesurait aussi à sa résistance. Lorsque Rome tenta d'annexer le royaume, elle se heurta à la bravoure d'Amanirna, reine aveugle d'un œil, mais clairvoyante de tout son être. Elle défendit son peuple avec une détermination qui força les Romains à signer un traité de paix, une rareté pour l'Empire. La fin de Kouch ne fut pas brutale, mais progressive. Le déplacement des routes commerciales, l'épuisement des ressources et les pressions extérieures fragilisèrent l'Empire. Pourtant, son héritage survécut, dans les traditions, les langues, les symboles. Aujourd'hui encore, certains motifs d'art kouchite se retrouvent dans les tissus, les bijoux et les rituels du Soudan et de la Nubie contemporaine. Il est temps de réintégrer Kouch dans le grand récit de l'humanité. Non comme une note de bas de page à l'histoire de l'Égypte, mais comme un chapitre glorieux d'un continent aux 1000 visages. Il est temps de marcher à nouveau dans les pas des rois et reines du Sud, de relever la tête face aux pyramides du désert, et de se souvenir que l'Afrique a toujours été debout. Car Kouch n'est pas une ruine. Kouch est une voix, une mémoire, un flambeau. Et nous sommes les héritiers. Le royaume de Kouch incarne l'essence même d'une Afrique forte, savante et souveraine. En redonnant vie à son histoire, nous brisons les chaînes de l'oubli et dressons un pont entre les générations. Kouch n'était pas une ombre à l'ombre d'un autre empire, mais une lumière brillante sur la carte du monde antique. Ses reines guerrières, ses pharaons pieux, ses artisans ingénieux, ses scribes silencieux, tous méritent que leur nom soit gravé à nouveau dans notre mémoire collective. Cette exploration de la grandeur de Kouch est bien plus qu'un simple devoir d'histoire. C'est une réponse à une urgence, celle de reconstruire les piliers de notre dignité, de notre connaissance et de notre fierté. C'est un acte de mémoire, mais aussi de résistance. Une invitation à se réapproprier un récit qui nous appartient, à élever nos voix là où régnait le silence. Celui qui ignore son passé est condamné à marcher sans racines, vulnérable au vent de l'oubli. L'histoire de Kouch nous enseigne que la grandeur n'a pas besoin d'attente pour exister. Elle vit déjà en nous, héritée de nos ancêtres. Honorer Kouch, c'est croire que l'Afrique peut encore se tenir debout, non en se comparant aux autres, mais en se souvenant de ce qu'elle a déjà été, un continent de rois, de reines et de lumière.